Pendant des semaines, l'Iran s'est cru victorieux. Des vedettes rapides encerclant les navires marchands, des essaims de drones harcelant les pétroliers, des mines navales semées sur les couloirs maritimes comme autant de pièges mortels, enfouis si profondément que nulle arme conventionnelle ne pouvait les atteindre. Tout un réseau de lanceurs de missiles anti-navires pointé vers la jugulaire de l'économie mondiale. Et Téhéran contemplait cela en se sentant intouchable. Puis les États-Unis ont lâché une bombe qui a tout changé, au sens littéral. Plus de 2000 kg de destruction guidée se sont abattus sur les installations côtières fortifiées de l'Iran le long du détroit d'Ormuz. Pas n'importe quelle bombe, une arme si nouvelle, si dévastatrice, que les analystes militaires peinent encore à mesurer ce que son déploiement signifie concrètement pour chaque installation souterraine sur la planète. Et voilà ce que les grands titres occultent. Ce n'était pas un coup de semonce, ce n'était pas un signal. C'était le démantèlement méthodique du système de dissuasion asymétrique le plus élaboré qu'une puissance régionale ait jamais bâti. Et l'Iran ne l'a pas vu venir. Restez avec le docteur Elena Harris. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car ce qui vient de se passer dans le détroit d'Ormuz n'est pas le récit d'une simple frappe militaire. C'est l'histoire d'un calcul stratégique erroné qui a peut-être définitivement anéanti le levier de pression le plus puissant de l'Iran sur l'économie mondiale. Et les répercussions de cette seule nuit continuent de se déployer d'une façon qui va influencer les prix du pétrole, le commerce international et l'équilibre des forces à travers tout le Moyen-Orient pour les années à venir. Pour comprendre ce qui vient de se produire, vous devez d'abord saisir ce que l'Iran a réellement construit le long de ce littoral, et pourquoi le monde a laissé cette montée en puissance se faire sans jamais la contester. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une étendue d'eau, c'est la veine jugulaire de l'économie énergétique mondiale. Environ 27% de l'approvisionnement énergétique maritime de la planète transite par ce corridor étroit chaque année. Pétroliers, méthaniers, porte-conteneurs, tous entonnés dans une voie d'eau qui, en son point le plus resserré, ne fait que 34 km de large. Le contrôler, c'est ne pas seulement dominer une route commerciale, c'est tenir en main le marché énergétique mondial. L'Iran le savait, et pendant plus d'une décennie, les gardiens de la révolution islamique ont mené un programme de construction le long de la côte méridionale iranienne, conçu pour rendre ce contrôle permanent et incontestable. Des tunnels forés à 30 ou 40 mètres dans la roche côtière, des batteries de missiles anti-navires dissimulées derrière le relief naturel, des plateformes de lancement de drones intégrées dans les criques, des réseaux de communication souterrains entièrement enfouis, invisibles aux satellites, invisibles aux radars, invisibles à tout. Au cœur de ce dispositif, un arsenal de missiles longue portée sophistiqués et multicouches, sans équivalent parmi les puissances militaires régionales. Les missiles de croisière anti-navires Nour et Qader, montés sur des lanceurs mobiles sur camions, avec des portées allant de 20 à 300 km. Le missile de croisière Abu Mahdi, avec une portée annoncée dépassant 960 km, étendant l'enveloppe de menaces iraniennes bien au-delà du détroit, jusqu'au cœur de la mer d'Arabie. Les missiles balistiques anti-navires Hormuz 2 et Golf, dotés de systèmes de guidage par satellite capables de pister et frapper des bâtiments en mouvement à plus de 290 km. Ce n'était pas une simple collection d'armements, c'était un système stratifié, redondant, profondément enfoui, conçu pour transformer le détroit d'Ormuz et ses eaux en zone interdite pour tout navire que l'Iran choisirait de cibler. Les stratèges militaires appellent cette doctrine le déni d'accès et d'interdiction de zone. La logique en est d'une élégance redoutable. Vous n'avez pas besoin de vaincre une marine ennemie en haute mer si vous rendez les eaux proches de vos côtes si dangereuses qu'aucune flotte n'ose s'en approcher. Vous n'avez pas besoin de tirer un seul missile si la menace crédible de le faire suffit à peser sur chaque échange diplomatique et chaque calcul militaire que vos adversaires formulent à propos du Golfe. Pendant 2 décennies, cette stratégie a fonctionné avec une redoutable efficacité. Elle a offert à l'Iran un levier d'influence qui dépassait largement ses capacités militaires conventionnelles. Le détroit d'Ormuz était la police d'assurance ultime de Téhéran, la carte que nul adversaire ne pouvait se permettre de forcer. Puis est arrivé le 28 février 2026. L'opération Epic Fury a débuté et l'Iran a joué cette carte. Voici à quoi ressemblait concrètement la stratégie de blocus iranienne et pourquoi elle portait ses fruits. Des vedettes armées de missiles ciblant les navires marchands, des mines navales transformant chaque traversée en pari sur la cargaison et l'équipage, des essaims de drones lancés pour harceler et frapper les bâtiments qui tentaient le passage. Et derrière tout cela, le réseau de missiles anti-navires terrestres enfouis dans la roche côtière iranienne. Les conséquences ont été quasi immédiatement catastrophiques
pour le commerce mondial. Avant ce conflit, le détroit voyait transiter plus de 100 navires par jour. Après que l'Iran a officiellement déclaré le détroit fermé le 2 mars et commencé à attaquer méthodiquement les navires marchands, ce chiffre a chuté à peine 3 ou 4 bâtiments quotidiens. 3 ou 4 sur plus de 100. Les prix du pétrole ont grimpé au-dessus de $100 le baril, soit une hausse de plus de 40% par rapport aux niveaux inférieurs à $70 auxquels le brut s'échangeait avant le conflit. Au moins 20 navires ont été attaqués dans le détroit ou à ses abords. Les primes d'assurance maritime ont explosé à des niveaux tels qu'en début mars, aucune grande compagnie n'acceptait plus de couvrir le passage. La théorie iranienne était simple: maintenir la pression, garder le détroit fermé, prolonger la douleur économique jusqu'à ce que Washington cède et abandonne l'opération Epic Fury. Pendant un temps, cela semblait fonctionner. Mais c'est là qu'Iran a commis une erreur de calcul fatale. Toutes les menaces dans le détroit ne sont pas équivalentes. Les vedettes rapides iraniennes sont dangereuses, sans aucun doute, mais elles restent maîtrisables. Les États-Unis ont déployé des A-10 Warthog spécifiquement pour traquer ces embarcations. C'est l'une des plateformes d'appui aérien rapprochées les plus redoutables jamais construites, remarquablement efficace contre les petites cibles de surface. Tant que l'aviation américaine domine le ciel du détroit, la menace des vedettes reste maîtrisable. Assurez-vous d'être abonné au Dr Helena Harris, car ce qui vient ensuite révèle l'arme qui a tout changé et pourquoi le réseau souterrain iranien n'était pas le sanctuaire qu'il croyait être. Ces équipements ne sont pas des cibles immobiles attendant d'être photographiées par des satellites et détruites à la demande. Les installations qui les abritent sont enfouies si profondément dans les montagnes côtières que les bombes classiques et les missiles de croisière ne peuvent simplement pas les atteindre. La physique ne le permet pas. Même une grande partie des munitions perforantes de l'arsenal américain manque de puissance de pénétration pour neutraliser les plus profondes des installations côtières iraniennes. L'Iran le savait. Il avait passé des décennies à construire son réseau militaire souterrain précisément parce qu'il savait que la supériorité aérienne appartiendrait à ses adversaires dans tout conflit futur. Si vous ne pouvez pas protéger vos actifs en surface, vous les placez en sous-sol. Simple, efficace et jusqu'à récemment largement couronné de succès. La seule façon de véritablement résoudre le problème n'est pas d'intercepter les missiles après leur lancement. C'est de détruire les lanceurs avant même qu'ils puissent tirer. Éliminer la source. Supprimer la menace durablement. C'est précisément ce que les États-Unis ont entrepris le 17 mars. Et c'est là qu'entre en scène le GBU-72. Le GBU-72, perforateur avancé de 2268 kg. Laissez ce chiffre s'installer. Plus de 2 tonnes de destruction guidée avec précision. Mais le GBU-72 n'a pas été conçu pour anéantir ce sur quoi il atterrit. Il a été conçu pour détruire ce qui se trouve en dessous. La charge explosive ne se déclenche pas à l'impact. Elle traverse la terre, la roche et le béton armé grâce à son énergie cinétique brute et un corps perforant durci qui s'enfonce profondément dans le sol avant que l'ogive ne se déclenche. Il associe une ogive perforante BLU-138B à un système de guidage basé sur le dispositif à attaque directe conjointe, combinant positionnement GPS et navigation inertielle. Cette suite de guidage permet de larguer la bombe depuis des distances de sécurité, ce qui signifie que les pilotes peuvent rester bien en dehors de la portée des défenses aériennes iraniennes, tout en plaçant leurs armes avec précision sur la cible. La composition explosive de l'ogive est tout aussi déterminante. Le GBU-72 utilise la même combinaison de composés AFX-757 et PBXN-109 que celle trouvée dans le perforateur massif américain de 13 600 kg, la plus grande bombe anti-bunker de l'arsenal américain. Les ingénieurs ont choisi de reproduire exactement cette formule éprouvée, ce qui indique fortement que ces composés ont démontré des performances supérieures contre les structures souterraines renforcées lors des tests. Le GBU-72 succède au GBU-28, entré en service en 1991 lors de la guerre du Golfe. Ce dernier pouvait traverser 4,5 mètres de béton armé et 45 mètres de terre compactée, ce qui était remarquable à l'époque. Mais les installations souterraines iraniennes ont évolué sur 3 décennies, plus profondes, plus renforcées, plus sophistiquées. L'ancien perforateur n'avait pas suivi. Le GBU-72 est la réponse, et les installations iraniennes face à lui n'avaient tout simplement pas été conçues pour résister. Mais voici ce qui rend cette arme véritablement redoutable dans la façon dont elle est employée. Vous n'avez pas besoin de détruire un bunker souterrain pour le rendre inutilisable. Toute installation souterraine, aussi renforcée soit-elle, a besoin d'entrée et de sortie. Bloquer ses accès
effondrer les tunnels, et tout ce qui se trouve à l'intérieur devient sans importance. Peu importe la protection du lanceur s'il ne peut jamais sortir pour tirer. Le bunker devient un tombeau plutôt qu'une forteresse. C'est précisément la stratégie que les États-Unis ont mise en œuvre le long du littoral d'Ormuz. Il n'était pas nécessaire d'atteindre le point le plus profond de chaque installation. Il fallait anéantir l'infrastructure qui les rend fonctionnels. Et le GBU-72, avec sa puissance perforante et son guidage de précision, est exceptionnellement bien adapté à exactement cette mission. Voici maintenant un rebondissement important que la plupart des reportages passent entièrement sous silence. Le 17 mars 2026, était-il réellement le baptême du feu du GBU-72 ? Al Kempfer, ancien officier du renseignement des Marines et analyste en sécurité nationale, a déclaré publiquement que pour autant qu'il le sache, cela représentait le tout premier déploiement opérationnel du GBU-72. La publication d'aviation militaire The Aviationist est parvenue indépendamment à la même conclusion. Mais le respecté média de défense de Warzone a soulevé un point qui complique ce tableau. Il faisait référence à un rapport de mai 2024 dans lequel 3 responsables américains anonymes avaient indiqué à une grande chaîne que le GBU-72 avait déjà été utilisé contre des cibles Houthis au Yémen. Le contexte est ici primordial. Les Houthis menaient leur propre campagne contre le trafic commercial en mer Rouge, ciblant des navires dans une voie maritime mondiale clé pour provoquer des perturbations économiques. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est normal, car les Houthis ne sont pas un groupe ordinaire. Ils sont largement considérés comme une force supplétive, soutenue, armée et dirigée par Téhéran. Ils sont, dans un sens très concret, un prolongement de la projection de puissance iranienne. Si les rapports de 2024 sont exacts, l'Iran avait déjà été exposé indirectement au GBU-72 via ses propres forces supplétives, près de 2 ans avant que le sol iranien soit directement frappé. Il ne pouvait pas l'arrêter alors, il ne pouvait certainement pas l'arrêter maintenant. Alors comment les États-Unis ont-ils livré ces armes ? C'est là que l'ampleur de l'opération devient vraiment remarquable. L'analyse actuelle désigne le bombardier B-1 Lancer, déployé à la RAF Fairford au Royaume-Uni, comme la principale plateforme de largage. Voici pourquoi. Chaque B-1 Lancer peut emporter jusqu'à 12 GBU-72 contre un seul pour un F-15E Strike Eagle. Les estimations évoquent près de 50 bombes utilisées lors des frappes. Impossible d'atteindre ce volume avec des F-15E seuls. Il faut les B-1. 4 d'entre eux, portant chacun 12 GBU-72, représentent 48 bombes larguées par 4 appareils. Charge maximale, exposition minimale. Et justement, concernant ces défenses aériennes, selon le centre de recherche Almar, les effets conjugués de l'opération Epic Fury et de l'opération Roaring Lion menée par Israël ont éliminé environ 85% du réseau de défense aérienne intégré de l'Iran. Ce qui subsiste ne représente que des poches fragmentées et isolées, constituant une menace très réduite pour les appareils modernes opérant depuis des distances de sécurité. Les F-15E Strike Eagles auraient participé dans un rôle de soutien, conduisant des frappes de précision en amont de la vague principale ou des attaques complémentaires une fois les installations primaires dégradées. Les 2 plateformes opérant conjointement ont maximisé à la fois la vitesse et la létalité du dispositif offensif global. Le commandement central américain a confirmé les frappes publiquement dans la soirée du 17 mars. La déclaration était précise et délibérée. Les forces avaient déployé plusieurs munitions perforantes de 2268 kg contre des sites fortifiés le long du littoral iranien. Les missiles de croisière anti-navires hébergés dans ces sites ne constituaient plus une menace pour la navigation internationale. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a été sans équivoque. Les forces américaines restent concentrées sur l'élimination de chaque menace pesant sur la libre circulation dans le détroit. Les pilotes traquent des cibles en temps réel. L'opération ne s'arrêtera pas avant leur disparition. Le président Trump a ajouté un ultimatum explicite à cette posture opérationnelle. L'Iran disposait de 48 heures pour rouvrir le détroit à l'ensemble du trafic maritime international, sous peine de frappes visant les infrastructures électriques nationales alimentant le pays. La réponse iranienne a révélé un régime tiraillé entre sa volonté d'afficher la défiance et une conscience croissante que la situation se détériore. D'un côté, le porte-parole du gouvernement a lancé une menace publique enflammée. Toute frappe sur des centrales électriques iraniennes déclencherait des attaques de représailles contre les infrastructures énergétiques de toute la région.
L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été explicitement nommés. Le message visait à faire comprendre à Washington que l'escalade ne se limiterait pas aux seules frontières iraniennes. D'un autre côté, l'Iran a simultanément annoncé qu'il autoriserait tous les navires, à l'exception de ceux considérés comme liés à des ennemis, à traverser le détroit. C'est un recul significatif par rapport à la posture d'interdiction quasi totale maintenue pendant des semaines. S'il s'agit d'une véritable désescalade ou d'un repli tactique pour se regrouper, voilà la question centrale sans réponse. La notion de « lié à des ennemis » est délibérément floue. Les navires américains en font évidemment partie, mais qu'en est-il des bâtiments d'État de l'OTAN ou de compagnies opérant aux États-Unis? Cette ambiguïté laisse à l'Iran une marge pour cibler sélectivement tout en affichant une conformité partielle. Les prochains jours de trafic maritime en diront plus que toute déclaration officielle, et le tableau diplomatique entourant ce conflit présente des fractures qui survivront à la campagne militaire de plusieurs années. Quelques jours avant les frappes sur Ormuz, Trump avait sollicité en urgence les partenaires européens et asiatiques avec une demande historique: former une coalition navale multinationale sous autorité OTAN pour maintenir le détroit ouvert. Des nations dont les économies dépendaient directement d'un passage sans entrave dans cette voie d'eau. La réponse a été un refus qui a retenti dans chaque capitale diplomatique. L'Allemagne a déclaré que ce conflit n'était pas sa guerre. L'Espagne a fermé ses portes diplomatiques. La France, qui dispose de la plus grande présence navale européenne dans la région, avec le porte-avions Charles de Gaulle et plus d'une dizaine d'escorteurs en Méditerranée orientale et en mer Rouge, a annoncé que ses actifs resteraient exclusivement défensifs. Pas un seul navire supplémentaire réorienté vers Ormuz. Trump a déclaré depuis le bureau ovale que l'OTAN commettait une très grave erreur. Pékin, s'approvisionnant en environ un tiers de son pétrole via le détroit en 2024, s'est retranché derrière une neutralité calculée. Malgré son enjeu économique considérable dans la réouverture de cette voie maritime, la Russie a observé la hausse des prix du brut avec sérénité. Chaque dollar supplémentaire sur le pétrole alimente les caisses de Moscou. La Russie et la Chine ont ensuite opposé leur veto à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 7 avril, appelant au déploiement d'une force multilatérale pour rouvrir le détroit. En tant que signal géopolitique, il était sans équivoque. Ce conflit prend désormais la forme d'un affrontement entre grandes puissances mené par procuration, veto et manœuvres stratégiques. Seule l'Inde a agi différemment. New Delhi a déployé plus d'une demi-douzaine de navires de guerre pour escorter ses pétroliers dans un environnement de menaces croissantes, rompant avec le silence général des capitales asiatiques. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a depuis indiqué publiquement que les membres de l'Alliance s'emploient activement à déterminer comment contribuer à stabiliser la situation dans le détroit. 7 alliés américains auraient signalé leur disposition à rejoindre une mission de patrouille à Ormuz, sans engagement ferme pour l'heure. Il y a également un développement inattendu. La technologie ukrainienne de drones intercepteurs serait mise à disposition pour soutenir les forces américaines et des États du Golfe face aux menaces aériennes iraniennes résiduelles. Une collaboration impossible à anticiper en début de conflit, révélatrice de la vitesse à laquelle le paysage stratégique se reconfigure. Dans le même temps, Israël observe la performance du GBU-72 avec une attention extraordinaire. Ce n'est pas un hasard si Tel Aviv cherche activement à acquérir cette arme. Les installations nucléaires et militaires souterraines de l'Iran sont au cœur de la planification stratégique israélienne. La capacité démontrée du GBU-72 à neutraliser des cibles renforcées redessine ce qui devient possible, et selon quel calendrier. Les B-1 lanceurs demeurent en alerte à la RAF Fairford. Les actifs de renseignement américains répertorient presque certainement d'autres sites de lancement et d'installations renforcées le long du littoral d'Ormuz, ayant survécu à la première vague de frappe. L'infrastructure pour des opérations de suivi est entièrement en place et activement maintenue. Ce n'est pas une force en veille, c'est une force prête à repartir. Voilà où en sont les choses en ce moment et ce que cela signifie réellement. L'Iran a passé des années à bâtir un réseau de missiles souterrains le long du détroit d'Ormuz. Il a englouti des ressources colossales pour enfouir ses lanceurs suffisamment profondément pour qu'aucun adversaire ne puisse les atteindre. Il a regardé les prix du pétrole franchir les $100 le baril et s'est convaincu d'avoir trouvé le levier nécessaire pour contraindre Washington à reculer. Chaque élément de ce calcul est maintenant remis en question par une seule arme que les ingénieurs iraniens n'avaient visiblement pas suffisamment prise en compte lors de la conception de leurs installations. Elle se moque de la terre compactée, elle se moque des falaises côtières ou de la profondeur des tunnels ou du temps qu'il a fallu pour construire l'installation qu'elle vise. Elle pénètre,
Elle atteint la cible. Elle explose. Les tunnels s'effondrent. Les points d'accès sont obstrués. Les lanceurs à l'intérieur deviennent définitivement inutiles. Voilà ce qui vient de se produire le long du détroit d'Ormuz. Et les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils sont prêts à recommencer. Que l'Iran choisisse de véritablement désescalader et de rouvrir le détroit au trafic maritime, ou qu'il s'entête et s'expose à une nouvelle vague de frappes, cette décision déterminera le prochain chapitre de ce conflit. Mais Téhéran sait désormais quelque chose qu'il ignorait avant le 17 mars. Son réseau souterrain n'est pas le sanctuaire qu'il croyait. L'arme spécifiquement conçue pour le vaincre existe, a été utilisée, et d'autres exemplaires sont prêts à être largués à tout moment. L'ère où l'Iran pouvait croire fermer le détroit d'Ormuz sans conséquence est révolue. Le détroit n'est pas encore pleinement rouvert, mais l'équilibre des forces qui le maintenaient fermé a été durablement modifié. Et l'opération qui l'a transformé n'est pas terminée. Les B1 sont encore sur la piste. Abonnez-vous au Dr Helena Harris maintenant pour ne jamais manquer l'analyse décisive de ce qui arrive ensuite dans ce conflit et comment le GBU-72 a définitivement reconfiguré l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Partagez cette vidéo avec quiconque a besoin de comprendre les véritables implications de ce qui vient de se passer dans le détroit d'Ormuz. Laissez vos réflexions en commentaire ci-dessous. Pensez-vous que l'Iran va vraiment rouvrir le détroit ou s'agit-il simplement d'une pause tactique? On se retrouve dans la prochaine vidéo.